Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Fabien, fondateur de Spendways, qui va nous expliquer tout simplement comment on va réussir à craquer et à s'attaquer à n'importe quelle niche grâce au contenu. Fabien du coup a une énorme expertise sur la partie SEO et c'est un sujet qui te passionne, donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Déjà Fabien, comment tu vas ? Salut Alexis, écoute, ça va très bien. Et toi ? Yes, très bien en direct du Brésil, donc ça ne peut aller mieux. Et pas mal de travail, mais on est dans un bon cadre, donc ça va. Bon, pareil. Je suis à Lisbonne, on va le faire en français, on va pas le faire en portugais. Hein. C'est vrai que du coup, toutes les personnes autour de nous parlent portugais, quoi, au final. Ouais. Du coup, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Fabien, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore ? Ouais. Écoute, moi, je suis un mec assez hybride entre marketing et tech. Donc, dans ma vie pro, j'ai fait beaucoup de produits, de marketing avec du dev. Et puis, un jour, ça m'a conduit à monter une boîte qui s'appelle Advisor, dans laquelle j'ai fait beaucoup de produits, j'ai fait beaucoup de leads sur la partie marketing. Et puis après ça, voilà, j'ai continué, j'ai bossé en tant que head of marketing dans une boîte qui s'appelle Greencube, qui est basée dans le sud de la France et qui fait du e-commerce. Et puis aujourd'hui, en fait, je me suis lancé en solo après ces aventures avec des salariés ou en tant que manager. Je me suis lancé solo sur un site qui s'appelle spendways.com et qui est un média en fait en finance personnelle. Génial. Ça, c'est super intéressant. Du coup, tu as eu un gros parcours. Je pense que ce qu'on s'était dit avec Fabien, c'était de vous partager un peu l'aventure finalement Spendways. Comment tu as pu créer ça, mettre ça en place. Surtout, tu es l'exemple typique d'une personne qui s'est attaquée à une niche qui est ultra, ultra complexe, qui est quand même les finances personnelles. Je pense que c'est tu me disais en off que c'était la requête la plus compétitive du marché. Donc, il y Ouais. avait voilà, un gros enjeu là-dessus. Et tu as quand même réussi à faire ça avec zéro backlink et en te basant seulement sur du contenu. Donc, je trouve ça quand même assez fou. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement ton parcours que tu as eu là-dessus sur cette aventure ? Ouais, en fait, alors moi j'avais déjà une petite expérience avec moi parce que j'ai travaillé sur la niche du logiciel qui est aussi extrêmement compétitive. Et pendant quelques années, en fait, je me suis rendu compte que avec l'évolution de Google, on pouvait vraiment ranker très très bien en faisant des super contenus et rien d'autre. Et donc voilà, avec ça en tête, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer le truc qui est le plus difficile. Et puis me lancer dans la finance personnelle, sachant que donc Google prend de plus en plus en compte des contenus qui sont super. Enfin, Google valorise de plus en plus ce critère-là, des très très bons contenus, et c'est pas qu'il dévalorise, mais c'est qu'il met un petit peu moins de poids, en tout cas sur d'autres critères comme le backlink, ou comme voilà, il y a plein d'autres critères qui sont utiles. Mais donc voilà, j'avais l'expérience du SEO, j'avais vu déjà que ça fonctionnait si on s'attachait vraiment à des contenus de fond. Il y a aussi plein de blogueurs américains qui ont pris un peu la tête là-dessus et qui ont cessé de faire du backlink. Donc voilà, je dis pas que ça sert à rien, pas du tout. C'est toujours bien de faire des petits trucs malins comme ça quand on démarre, mais au bout d'un moment, en fait, le rendement du backlink perd énormément. Et tu vois, aujourd'hui, en fait, pour moi, ça ne me sert quasiment plus à rien, en fait, d'acheter du lien. Donc voilà, moi je fais du contenu très offensif. Je passe à peu près 2 jours à rédiger un article, chose que tout le monde fait pas. Et puis voilà, ça rend assez bien, quoi.
Génial. Et comment tu t'es du coup tourné vers ce sujet de finances personnelles? Qu'est-ce qui t'a poussé à justement aller sur cette thématique? Ouais, bah, en fait, alors, quand je me suis lancé solo, après mon aventure chez Greencube, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de bosser, tout seul». J'ai adoré avoir des salariés, j'ai adoré avoir des collègues, mais je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de me lancer solo». J'aimerais bien, je voulais continuer à faire du e-commerce, donc plutôt travailler avec des produits, et puis, voilà, je voulais un bon challenge marketing aussi. Heu, voilà, quand on a fait des trucs qui ont bien performé, on a envie d'un petit peu plus, et donc voilà, j'ai regardé autour de moi, j'ai identifié quelques niches qui me semblaient vachement intéressantes, et puis je me suis dit: «Allez, pourquoi pas celle-ci?» Je regardais autour de moi, en fait, c'est pas une nouvelle niche qui s'est créée, hein. C'est vraiment une niche qui a un petit peu bougé, et j'ai regardé, en fait, je voyais de plus en plus de potes. Bon, bah, je pense que toi aussi, hein, quand tu regardes autour de toi, tu t'es intéressé à tout ça, tu as entendu parler de Revolut, enfin, je pense que nous, notre génération s'est lancée assez vite sur ces néobanques, N26, et cetera, et puis j'ai vu que, en fait, il y a des gens qui sortaient des cartes en métal, des gens qui avaient des cartes en bois, des gens qui avaient des cartes de plein de couleurs, et que ça devenait, en fait, voilà, la carte bancaire devenait quelque chose d'autre, en fait, et je me suis dit: «Tiens, en fait, ouais, c'est ça, il y a un truc à faire parce que ça devient un peu statutaire, en fait», et donc voilà, je me suis dit que c'était un sujet super intéressant, et j'ai repris à peu près le même modèle que j'avais quand on a démarré Advisor. J'ai regardé un peu ce que les Américains faisaient, et cetera, et puis voilà, j'y suis allé, mais avec beaucoup de créativité, en fait. Voilà, je me suis pas trop contraint. Très bien. Et du coup, tu avais déjà un peu analysé peut-être d'autres niches qui étaient justement, qui étaient intéressantes, peut-être qui peuvent être aussi intéressantes pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, ouais, ben, à l'époque, en fait, enfin, j'avais regardé, par exemple, bon, il y en a qui sont toujours valides, hein, mais Mhm. par exemple, j'avais identifié, par exemple, les semences, les graines, parce que j'ai un petit côté écolo, et j'ai vu qu'il y avait plein, plein de trucs à faire là-dessus. D'autant plus que le stock est facilement gérable. Les envois sont pas chers, et cetera, donc il y avait un marché sympa, à faire là-dessus. L'eau, tout ce qui tourne autour de l'eau, le filtrage de l'eau, ça, c'est une super bonne niche à attaquer maintenant, je pense, avant qu'il soit un peu trop tard. Voilà, je voulais travailler aussi sur le CBD, qui est assez saturé, mais il y a encore des trucs à faire. Ça, c'est assez similaire à Spenways, en fait. De la même manière que j'ai attaqué la finance personnelle ou les banques en ligne avec Spenways, je pense que sur le CBD, il y a aussi des choses assez clean à faire, en fait. Ok, super Donc intéressant. Ouais. voilà, il y a plein de petites niches comme ça, voilà, qui sont super, toujours valides aujourd'hui. Et qu'il faut aller attaquer tout de suite. Ouais, ouais, Génial. Ce que j'ai bien aimé aussi lors de nos échanges, c'est que, bah, mine de rien, et tu vois, là, c'est un peu la réflexion que j'ai moi en ce moment, c'est de comment on arrive à faire des business qui tournent autour de notre vie et non l'inverse. Donc, c'est-à-dire une ouais. vie qui dépend de notre taf, etc. Du coup, je trouve que cette philosophie, je pense que c'est nos générations aussi qui peuvent y goûter beaucoup plus facilement. Et je trouve ça quand même intéressant. Toi, quelle était un peu ta vision par rapport à ça? Comment tu montes tes business aussi par rapport à ton lifestyle? Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est un peu opportuniste, hein, et je suggérerais à tout le monde de créer les opportunités par rapport à ça. Il y a plein de choses à faire. Je vois tous les exemples autour de moi. À l'époque où j'ai lancé Spenways, j'avais cette volonté justement de faire un truc assez ambitieux, mais sans salarié. Ça veut pas dire en travaillant tout seul, hein. On pourra y revenir dessus, mais je travaille avec des freelances, j'ai une communauté avec moi de solopreneurs. Donc il y a voilà, c'est juste qu'il y avait ça, et en fait, quand j'ai démarré Spenways, le Covid n'était pas encore arrivé. Donc je savais pas que je voyagerais, je savais pas que je travaillerais plus dans un bureau, je savais pas tout ça, voilà. Mais le fait est qu'en fait, à la sortie du Covid, et ben, en fait, ça s'est super bien goupillé, quoi. Spenways a commencé à payer ma vie, à payer les factures, grosso modo, hein, et puis mon lifestyle. Et donc ça correspondait super bien. Enfin, disons que ça m'a donné cette liberté de partir. Je suis resté en Europe, après je suis parti en Amérique latine, et cetera.
Et donc après, voilà, ce genre de business, c'est vraiment intéressant parce que il y a pas j'ai un rendez-vous à peu près par semaine avec un partenaire ou un client, c'est pas plus. J'ai pas de produits physiques, pas de stock à gérer, j'ai pas de salariés ou de contraintes de synchronisation d'équipe, ce genre de choses. Donc en fait, peu importe où je suis, tout fonctionne, quoi. Mais ça a été un peu un hasard, en fait, hein. C'est pas un truc que j'ai forcément décidé, au départ, mais le fait est qu'effectivement ça se goupille très bien. Et après, en fait, c'est juste une question de montant de chiffre d'affaires ou de profit, qui fait que tu peux assurer, voilà, tel ou tel, style de vie, quoi, hein. Mmh. Ah, c'est génial. En vrai, c'est génial. Je pense que, bah, on est dans une belle ère qui permet justement de faire ça, assez facilement, pas très facilement, mais genre dans le sens accessible. Et à l'inverse, justement, tu vas me dire que ça peut être, peut-être, un peu de travail justement de créer tout ça. J'aimerais bien qu'on rentre un peu justement dans ce, cœur du sujet. Comment tu vas justement, quelles sont les briques que tu vas commencer à mettre en place, ou en tout cas que tu as mis en place avec Spendways? Donc c'est-à-dire, de l'idée, la conception du site, la structure, organique que tu as créée pour avoir justement ce trafic et ce flux qui fait que Spendways marche aujourd'hui? Ouais. En fait, moi, je suis un petit peu un traumatisé de la start-up. C'est-à-dire que quand j'ai créé ma start-up, voilà, c'était la grosse mode, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Mais vraiment, toutes, quoi. C'est-à-dire que on a trop embauché, tout de suite, on savait rien faire par nous-mêmes. J'ai fait des grosses erreurs techniques, des erreurs stratégiques. Voilà, il y a plein de trucs qui n'aident pas. Et donc j'ai gardé ce petit trauma, mais avec beaucoup de tendresse, hein, je dis trauma, mais c'était une belle époque, hein. Et donc du coup, bah, moi, je me rappelle, enfin, j'ai commencé dans un café, hein, avec, on va dire, en cernant un peu ce que je voulais faire, l'objectif que je voulais atteindre, pardon. Et j'ai fait donc j'ai vraiment bootstrappé, mais avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Mmh. Et j'ai regardé, je me suis dit: «Bah, tiens, sur quoi je veux me faire plaisir et sur quoi je me ferai pas plaisir». Mmh. Et donc typiquement, tout ce qui est techno, je me suis pas lancé dans des trucs très complexes, hein. J'ai commencé avec ce que je connaissais, hein, c'est-à-dire, j'ai monté un WordPress, j'ai pris le serveur le moins cher, j'ai pris un thème que je connaissais, j'ai fait, heu, j'ai fait, j'ai mis en place, enfin, quand on veut avoir un site qui tourne bien, qui a une petite audience, il faut quand même, mettre deux trois briques techniques qui sont intéressantes, mais j'ai pris que des trucs gratos, j'ai regardé, voilà, il y a plein de sites qui offrent des possibilités de s'équiper en logiciel plutôt que faire, appel à des devs ou quoi que ce soit, comme AppSumo, comme Product Hunt. C'est des niches, en fait, à bon plan. Et donc j'ai parcouru tout ça pour trouver en fait, pour combler tous mes trous. C'est-à-dire tous les trous, en termes de compétences. J'ai regardé où j'étais pas bon, ce que je savais pas faire, et j'ai pris des softs pour faire tout ça. Sachant qu'en fait, j'ai essayé aussi d'avoir un tout petit budget de démarrage. Voilà. Même pour le nom de domaine, tu vois, spenwest.com, je voyage un petit peu dans le monde entier, on me dit tout le temps: «Ah tiens, il est sympa, sympa comme nom», et puis en fait, les gens le retiennent, donc c'est plutôt cool. Mmh. Mais je me suis pas lancé, j'ai pas acheté un nom de domaine premium, tu sais, un nom de domaine squatté à 1 000 Ouais. ou 5 000 €, quoi. Mmh mh. J'ai créé un nom de domaine qui existait pas, quoi, voilà, à 5 €. Mmh. Donc voilà, on va dire que j'ai pris des technos, qui font pas rêver. On va dire WordPress, et cetera, des trucs gratos, pour accélérer mon site comme Cloudflare, plein de choses comme ça. J'ai pris des petits soft marketing, qui m'aidaient bien sur AppSumo, que j'utilise encore toujours aujourd'hui, tu vois? Et Mmh. donc ça m'a permis de démarrer très, très vite avec un budget. La première année, ça m'a coûté 1 000 € à peu près. Ouais, Voilà, 1 000 € max pour tout pour tout lancer, faire. OK, pour tout faire. Ouais, voilà. Trop bien. Et donc, l'effort, en fait, il a été mis sur le contenu. Et ça, on va en parler. Mais j'ai fait, voilà, c'est que ça, en fait. J'ai tout ce qui est hors contenu, j'ai pas investi. OK, trop bien. Super intéressant. Et du coup, une fois que tu as, posé la structure, posé les bases, posé le site, posé, en fait, tu fait investi tes 1 000 € et tu commences du coup à avoir tes premières briques. Ensuite, il y a toute la partie, bah, contenu acquisition. Comment tu Ouais. as, craqué ce canal-là,
et ce contenu que tu as fait, surtout sur une niche qui est ultra, ultra concurrentielle, pour du coup avoir un bon trafic organique? Bah, alors, en fait, déjà, c'est vrai que en fait, dans ce podcast, on parle beaucoup contenu et ça reste vrai. Je suis aussi consultant en croissance organique. Donc en fait, c'est des choses que je répète, souvent, que le contenu, c'est toujours 80 et 90 de l'effort, faut le voir comme ça. En revanche, il faut permettre à ton contenu de vraiment s'exprimer et donc alors déjà, dans un premier temps, j'ai fait un site nickel. D'un point de vue SEO, il y a pas trop de failles. Enfin, il y a certainement des choses à redire, hein, si on fouille bien. Mais grosso modo, j'ai fait cette base-là et puis après j'ai fait des tests, en fait. Je me suis pas lancé à fond, sans savoir si je pouvais faire quelque chose. Et donc j'ai fait, en fait, moi, ce que je voulais faire déjà, c'est positionner des listes de produits. Ça, c'était mon truc parce que je savais que c'est avec ça que je ferais de l'argent. Donc typiquement, tu vois, carte bancaire, carte crypto, carte bancaire, pour voyageurs, carte de crédit et cetera. Donc ça, c'est des catégories de produits et je voulais ranker sur Google avec ce genre de choses. Donc j'ai fait des tests en fait et j'ai pris des sous-niches. Donc j'en ai identifié quelques-unes. À l'époque, par exemple, je m'étais lancé avec les cartes crypto, tu vois. J'avais rencontré, j'avais rencontré un gars à Lisbonne qui était à fond sur les crypto-monnaies. Et il me dit, tiens, tu devrais créer du contenu sur les cartes crypto. Donc j'ai ranké numéro 1 pendant très très longtemps avec cette niche. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais ranker avec ce type de contenu. Et c'est à partir de là que j'ai fait des nouveaux tests. Et après, pareil sur les articles, sur les pages produits, sur des articles, j'ai fait aussi quelques tests. Et quand j'ai vu que j'y arrivais avec une toute petite autorité, avec un nouveau site que j'ai vraiment créé de zéro, hein, donc autorité zéro, trafic zéro, aucun passif, je me suis rendu compte que bon, je vais pas citer d'autres, les copains d'internet, mais j'arrivais à vraiment à talonner des très bons, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, all in» et et je me suis lancé sur des niches un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus grosses, et puis aussi toujours j'ai flairé les tendances, en fait, hein. J'ai regardé, j'ai essayé d'attaquer des niches un petit peu avant les autres, comme les cartes bancaires pour ados, par exemple, cartes bancaires pour mineurs, voilà. Il y a plein de nouveaux produits, en fait, qui sortent et qu'il faut attaquer avant que les autres, les gros arrivent, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Donc tu t'es positionné, comme ça et concrètement sur, le contenu que tu as créé, les pages que tu as mises en avant et cetera, quelles sont les recommandations que tu peux dire sur cette partie acquisition, que, du coup, les personnes qui nous écoutent pourraient mettre en place? Ouais, donc alors outre le fait d'avoir un site qui est vraiment nickel et je pense que ça, c'est vraiment accessible à n'importe qui, hein, avec un petit WordPress, avec les bonnes pratiques de base, hein, faut juste éviter les erreurs, hein, les grosses erreurs, mais ça tout le monde, je pense que tout le monde le fait après. Hem, je dirais qu'en fait, il faut raisonner plutôt en termes de contenu qu'en termes d'articles. En fait, je le dis parce que je vois souvent cette erreur-là. Et en fait, quand on attaque un contenu, on a un mindset qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que attaquer un article, en fait, c'est trop littéraire, c'est trop basique. Alors qu'attaquer un contenu, déjà, on réfléchit, complètement différemment. C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais, par exemple, de catégories, de pages produits, d'articles, ce genre de choses. En fait, pour chaque requête, il y a un type de contenu qui est attendu. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est la première chose et structurer un peu votre site en fonction de ça. C'est très structurant, c'est pour ça que je commence avec ça. C'est que c'est très structurant pour l'UX de votre site. Et des types de contenus, il y en a plein, hein. Il y en a plein, 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 donc je vais pas tous les citer là. Et donc, alors je dirais qu'en SEO, donc il faut commencer par targeter une requête. Il faut se dire qu'en fait, une requête vient avec, des variantes. Donc c'est généralement ça. Donc il y a des exemples dans toutes les catégories, mais par exemple, si on parle de carte bancaire pour mineurs, ça va être la requête principale et derrière, il y a plein, plein de variantes. Donc carte bancaire pour ados, carte bancaire pour enfants et cetera. Donc ça, c'est toutes les variantes. Pour ce lot-là, il y a une intention. Donc c'est, voilà, qu'est-ce qu'attendent les gens qui cherchent ça? Donc c'est
Les gens, grosso modo, sur cette requête-là, ils attendent 2-3 informations structurantes, et puis ils attendent surtout la liste des produits, la liste des cartes bancaires pour ados, quoi. Voilà. Donc requête, intention, et derrière on pense à un contenu. Donc là, typiquement une liste de produits avec des informations légales, et puis d'ordre technique aussi. Voilà. Et après, une fois qu'on a ça en tête, on peut vraiment s'attaquer au contenu. Voilà. Et donc là, on passe à la rédaction et on passe au design, etc. Donc c'est pas, voilà, et encore une fois, quand on garde le concept de contenu en tête, on pense pas uniquement rédaction, mais on pense aussi, voilà, on pense vraiment copywriting au sens où on essaie de convaincre, on essaie d'utiliser les bons mots, on structure son contenu de la bonne manière. On utilise aussi les visuels qui sont ultra importants. Dans tous mes contenus, par exemple, il y a des images, mais qui sont des images utiles. Voilà, c'est pas des images qui sont là juste pour plaire à Google, quoi. C'est vraiment des images utiles. Je fais des petits tools aussi, très souvent. Ça, c'est un truc, c'est un truc que les gens peuvent mettre, ceux qui nous écoutent, ils peuvent mettre ça en place, voilà, dans leur contenu, hein. Par exemple, C'est-à-dire un petit tool, ouais. si tu cherches, par exemple, tu vois, on va dire, combien coûte un ado par mois sur Google. Je pense à ça parce que c'est des articles que j'ai écrits, mais c'est un peu vieux, donc voilà, on reste dans la thématique ado. Combien coûte un ado par mois, par exemple, donc tu vas certainement tomber sur Spainways en premier. Pourquoi cet article, il marche? Parce que j'ai vraiment décomposé la logique, en fait. J'ai répondu de manière vraiment structurante à cette intention, et dedans, j'ai mis un petit simulateur. Mais le simulateur, je l'ai fait sur Spreadsheet. Ça m'a pris, allez, on va dire 15 minutes à faire. Et en fait, Google, il voit ça. Il voit que les gens parcourent l'article et qui vont jusqu'à un certain niveau, parce que Google, c'est aussi Chrome, hein. Donc, il voit comment l'article est parcouru, comment il est consommé, qu'il y a quelqu'un qui clique sur un lien. Ah, c'est un spreadsheet. C'est aussi Google, hein. Donc ça, généralement, pour donner des petits coups de boost à des articles, voilà, faut faire ce genre de truc. Faut être malin, quoi. Voilà. Et donc ça, en fait, si tu penses en termes d'articles, tu penses pas à ce genre de choses, mais si tu penses en termes de contenu et de consommation de contenu, c'est là où tu arrives vraiment à trouver ce genre de petites astuces. Voilà. Et donc ça, je le fais tout le temps, hein. Je le fais tout le temps. Tu peux chercher aussi, par exemple, le contrat parent ado. Je fais des petits contrats pré-assignés avec son enfant, tu vois, des choses comme ça, quoi. Génial. Et du coup, après le contenu que tu vas créer, est-ce que tu as un nombre de mots que tu vas suivre? Est-ce que tu as des choses que tu fais forcément sur ce contenu-là, pour avoir du coup une bonne pratique SEO? Ouais, alors en fait, ça, c'est souvent la première question, c'est combien de mots j'écris. Et en fait, ça, c'est vraiment, il y a un vrai biais, parce qu'en plus, les freelances, ils sont souvent payés au mot. Donc, en fait, c'est la référence, le mot. Alors moi, je te dirais que tous mes articles, ils font à peu près 3000 mots. Voilà, c'est pas un objectif en soi, mais c'est grosso modo, ils sont entre, voilà, 2500 et 3500 mots, quoi. Donc ils sont assez longs, mais parce qu'il me faut ça. Si tu veux, le produit final, ça va être un contenu evergreen. C'est-à-dire que moi, je ne perds pas de temps à faire de news, je ne perds pas de temps à faire d'infographie ou ce genre de choses, parce que ça ne rapporte rien, en fait. Ça ne drive pas de SEO. Il fut une époque, en fait, où ça aidait vraiment au maillage interne. Ça permettait d'ajouter de la sémantique à ton site, ça permettait de faire vraiment des cocons, ça permettait de faire du maillage. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas. Donc moi, nouveau conseil que je pourrais donner, c'est faites des contenus evergreen. Donc là, par contre, c'est vrai qu'on passe dans une autre dimension. C'est des contenus qui doivent faire référence sur leur sujet, qui sont intemporels. Et donc ça veut dire bien couvrir le sujet, quoi. Donc en moins de, voilà, en moins de 2000 mots, vous y arriverez certainement pas. Voilà. Et s'il y a quelqu'un derrière vous qui passe avec 3000, 4000 mots, il va certainement faire mieux, quoi. Mmh. OK, trop bien. Et du coup, une fois qu'on a créé notre contenu, qu'on a toute la phase visible qui est créée, quelle est après, du coup la partie, on va dire, conversion que tu as mis en Ouais. place? Comment tu vas faire en sorte que ton contenu convertisse? Est-ce que tu as des funnels que tu as pensés? Comment tu actionnes ça? Ouais, alors
Ça, en fait, c'est la partie super intéressante et pareil, elle est souvent négligée et en fait, c'est assez intéressant parce que tout le monde fait la course au trafic et je le comprends quelque part parce que c'est facile à vendre, en fait, quand on même moi, si je dis à mes partenaires tu vois, par exemple, au jour où enfin, au moment où on se parle là, Spainways, il fait à peu près, 50 000 visiteurs uniques par mois. Hem et donc c'est plus facile, de venir vers un partenaire en lui disant: «Tiens, mon site, il fait 50, 100 000, 200 000 visiteurs par mois». Voilà. En revanche, ça n'indique rien sur le revenu que vous allez faire. Par exemple, si je rank sur une requête, très, très généraliste de type, wiki, hem, voilà, ou par exemple, j'ai un article qui fonctionne très bien sur les IBAN Revolut, impossible à monétiser ça. Pourtant, je fais un trafic, je fais un trafic très bon là-dessus. Donc voilà, je dirais, déjà choisissez la bonne requête qui est intéressante à monétiser. Ensuite, quand au niveau du copywriting, effectivement, il faut répondre à l'utilisateur, ré donner ce qu'il faut à Google, et puis toutes ces choses-là, tout ce qui est évident. Mais il faut aussi être malin, c'est-à-dire dans la rédaction de son article, il faut déjà penser à la conversion. Et donc moi, ça m'arrive souvent de pousser des produits, de manière assez subtile. J'essaie de le faire de manière toujours assez subtile dans mes contenus. Par exemple, quand je travaillais à l'époque, sur des logiciels open source, voilà, je disais pourquoi c'était bien et cetera, mais j'amenais toujours l'utilisateur vers des logiciels payants quand même. Voilà. Faut pas être trop brutal dans le copywriting, mais faut être malin quand même et le faire. Donc déjà, ça, c'est la première chose. En termes de conversion, faut avoir ça en tête. Et après, dans l'UX de l'article lui-même, il faut adapter tout ça, quoi. Et donc là-dessus, il y a plein de bonnes pratiques. Par exemple, tu vois, là, on se parle. Hier, je suis abonné à une newsletter d'un Américain qui disait: «Waouh, j'ai découvert un super call to action». Tu sais, c'est le mec qui travaille dans le SEO. Il est connu pour ça, mais il a vu un call to action qui est fou. Et c'est vrai qu'il est super, quoi. C'est tout malin, en fait, quand tu scrolles ta page, tu as une bannière dans le contenu. Et quand tu arrives sur le call to action, en fait, tu as tout qui se noircit sauf le call to action. Et donc, Ah ouais. c'est super doux, mais ça le met vraiment super bien en évidence. Et tu vois, t'as beau être pas très concentré, quand tu arrives, quand tu scrolles, bah, en fait, tu vois ce call to action et t'as envie de cliquer, quoi. Donc ça, c'est un super exemple. Et tu vois, ça, c'est un mec qui fait du SEO, qui repère ça. Parce que je pense qu'on a un petit peu l'œil, vu qu'on est vraiment à fond dans les contenus, on a l'œil. Après, donc, tu vois, Spanways, se monétise principalement avec de l'affiliation. Donc sur le site, je n'ai pas de bannière, je n'ai pas de pop-up, je n'ai que des publicités natives. Et donc, quand tu fais de l'affiliation, ce qui est bien, c'est d'avoir un appel à l'action qui est clair, et qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas intrusif, mais qui est omniprésent. Et ça marche bien. Ça, c'est un truc qui, si vous faites de l'affiliation, faut le faire. Vous faites un super, et en plus, ça vous soulage parce que quand vous faites votre contenu, hem, vous pensez vraiment en fait à faire le meilleur contenu du monde. Et en fait, votre publicité, elle est en marge de ce contenu-là. Donc en fait, il y a ça vous libère en fait d'un poids. Voilà, donc dans l'affiliation, il y a ça. Après, si la monétisation, c'est plus la pub, bon, bah, là, faut pas hésiter, en fait, faut mettre du AdSense un peu partout. C'est comme ça. Voilà, faut pas en avoir peur, hein, ça fait moche, mais ça marche. Ça n'empêche pas de lire le contenu. Après, il y a aussi un super business model, qui marche de plus en plus, c'est la newsletter. Donc, qui dit newsletter dit contenu, limité. Donc là, il faut jouer sur la frustration. Donc c'est-à-dire, voilà, bloquer la lecture et puis avoir une pop-over voilà, qui couvre toute la page, et cetera. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, Spanways, c'est l'affiliation. Donc partout où vous irez sur mon site, la lecture sera agréable, mais vous aurez forcément un call to action qui sera, peu importe sur mobile ou sur desktop, et qui sera là, quoi. Il sera là, totalement, parce Ouais. que c'est quand même l'objectif final de tout ça. Trop cool. Bah, merci Fabien, en tout cas, tu nous as confié énormément de billes. C'est génial. Je sais pas si tu avais des derniers conseils
peut-être à nous partager. Et après, il y a une dernière question à chaque fois que j'aime bien poser. C'est si tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent. Ok. Alors, des petits conseils, j'en aurais pas mal, mais je dirais, quand on fait du contenu, généralement comme ça s'adresse à des gens qui sont un peu introvertis, et j'en fais partie. Donc je pense que c'est bien de se créer une structure. En fait, c'est toujours très très sain. Donc moi, par exemple, j'ai un super dashboard. J'ai mis un petit peu de temps à le faire quand j'ai démarré mon site, mais dès le premier jour, je me suis fait un petit dashboard avec mes KPI à l'intérieur, donc avec mes chiffres, mes stats de mon site et les chiffres financiers. Et ça m'aide vraiment énormément. Voilà, une fois par mois, j'ai l'impression d'être dans un mini codir, en fait, si tu veux. Ça me prend une demi-heure à compléter, puis à regarder, à lire et à comprendre. Mais ça m'aide vraiment beaucoup à me structurer, à me dire voilà, là, il faut que je me bouge les fesses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et donc, quand vous faites votre dashboard, ce qui est bien, c'est d'avoir l'accord métrique. D'accord, c'est celle qui va en fait, ce qu'on appelle aussi la North Star Metric. C'est celle qui va driver vraiment toutes les autres. Et ça, ça marche du feu de Dieu. Donc, trouvez votre North Star Metric. Si vous faites de l'affiliation, c'est certainement le earning per click. D'accord. Donc ça, c'est vraiment clé. Si vous faites de la pub, voilà, ce sera autre chose. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est structurez-vous, créez-vous un petit cadre, un petit dashboard que vous faites tous les mois, et puis restez pas seul dans votre coin. Moi, il y a cet été, je me suis dit, j'apprends plus rien en SEO et autres, donc j'ai créé un petit groupe d'entrepreneurs, et puis tous les mois on se parle, et c'est vraiment super. On s'apprend plein de trucs, et voilà, ça remplace les collègues en fait qu'on peut avoir et qui nous apportent beaucoup, quoi. Voilà. Donc si j'ai un conseil pour ceux qui font du contenu, c'est ça. Voilà. Et puis pour les conseils d'amis, pareil, j'ai toute une ribambelle, mais je dirais le premier, enfin, je vais revenir sur un classique, hein, mais c'est persévérer. S'il y a une thématique qui vous botte, voilà, vous dites, par exemple, je parlais d'autres niches tout à l'heure, on parlait de l'eau, il y a plein de trucs à faire sur l'eau. Si vous êtes un fan de filtre à eau, j'en sais rien, de techniques sur l'eau, lancez-vous. Vous ferez certainement pas beaucoup d'argent au départ. Ça met du temps, ça met toujours un petit peu de temps. Il faut à peu près 1 an pour faire ses premiers 1 000 € par mois. Je pense pas trop me tromper là-dedans. Après, ça va plus vite, hein, ça grandit plus vite. Mais il faut persévérer. Spenways n'a rien d'original, à part le look and feel. Ça n'a rien d'original. Je réinvente pas la roue là-dessus. Et ça a mis un petit peu de temps à décoller, mais aujourd'hui, ça fonctionne. Quand j'avais créé Advisor, au départ, pareil, on a fait toutes les erreurs du monde, comme je t'ai dit. C'était la catastrophe. Mais on a tellement persévéré qu'au bout de 5 ans, ça a cartonné, tu vois. Et ça, c'est presque cette expérience-là, c'est la preuve que même avec un mauvais produit, la mauvaise vision, toutes les erreurs que tu peux faire en termes techniques, etc., de management ou autre, si tu persévères, à un moment donné, je pense que les chances de succès augmentent de manière plus qu'exponentielle, quoi. Tu provoques la chance. Ça, c'est beau. C'est ça. Ouais, nickel. Bon, génial. Merci à toi, Fabien. C'était top. On peut te contacter directement sur LinkedIn si jamais on a des questions, même pour te remercier. Ouais. Et puis sinon, je te dis à très vite et prends soin de toi. Merci beaucoup, Alexis. À très bientôt. Génial. Salut, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.